va plus facilement, effectivement, quitter la vie aussi. Se dire, bah, si la vie devient absolument... Ou les samouraïs, pour prendre un autre exemple, hein, au Japon, ils vont se faire harakiri si l'honneur est atteint, on va s'échapper. Il vaut mieux s'échapper que vivre dans l'indignité. On va s'échapper. La mort peut être une évasion. Alors, pour ne pas être trop long, parce que je pense que vous avez envie d'intervenir, je vais terminer par une métaphore, une question pour ce thème. Faut-il laisser une trace ou s'échapper? Je vais un peu reformuler la question qui était posée. Et du coup, la question pourrait être la suivante. Peut-on s'échapper sans laisser de traces? Ça aurait pu être un autre sujet, éventuellement. Peut-on s'échapper sans laisser de traces? On a la métaphore de la prison et de l'évasion. Vous connaissez tous certainement l'allégorie de la caverne de Platon. Nous sommes tous des prisonniers, nous sommes conditionnés par la société. Hein, nous sommes comme ces prisonniers qui sont attachés en face d'une paroi, dans une grotte, dans une caverne, la caverne de Platon, dans la République. Et ils voient toujours défiler des ombres chinoises, des ombres chinoises, parce qu'il y a une petite entrée dans la grotte avec une lumière, un peu comme au cinéma, oui. Et on imagine, Platon décrit très bien les choses, il y a un muret de l'autre côté de la grotte, il y a des gens qui passent avec des objets hétéroclites, comme à la grande braderie de Lille, où on voit un peu tout et n'importe quoi. Et donc, les prisonniers, ils sont attachés aussi à la nuque, tout ça, donc ils ne peuvent pas se retourner, au poignet, au mollet. Voilà, au niveau des chevilles. Donc ils sont toujours à regarder la même chose, comme au cinéma en quelque sorte. Et ils pensent que ces ombres chinoises, ces ersatz de réalité, ces objets hétéroclites qui se projettent sur cette paroi de la caverne, c'est la vraie réalité. Un jour, un prisonnier arrive à s'évader, c'est Socrate, le philosophe. Il découvre le vrai monde, la nature, les fleurs, les animaux, les forêts, les lacs, les océans. Il est absolument ébloui. Il veut revenir, son cœur s'ouvre, il n'est pas égoïste, il veut sauver les autres prisonniers, il pourrait éventuellement les libérer en prenant des pierres, etc. Mais ils ne veulent pas être libérés. Ils le prennent pour un fou et ils vont même par la suite le mettre à mort. Ça termine comme ça, l'allégorie de la caverne. Donc, celui qui veut s'évader, le prisonnier, il y a des prisonniers qui se résignent à la prison. On aime bien dans les films celui qui veut s'évader. Souvent, c'est quelqu'un qui n'est pas coupable. On voit ça dans les films américains. Souvent, c'est un gars qui est victime d'une erreur judiciaire. Mais qu'importe. On admire chez un homme la volonté de s'évader, même s'il n'est pas innocent. Parce que l'homme ne supporte pas, l'homme ne devrait pas supporter l'esclavage. Malheureusement, certains hommes s'en accommodent un peu trop facilement. Et donc, l'évader, le problème de l'évader, c'est qu'en général, surtout aujourd'hui, avec la police scientifique, etc., en général, on se fait rattraper. On peut profiter de la liberté quelques mois, voire quelques années si on est très doué, mais il est très difficile de ne pas laisser de traces. Je reviens aux fameuses traces. Très difficile de s'échapper d'une prison sans laisser de traces. Or, l'évasion parfaite, ça serait l'évasion sans traces. Bon, on voit ça dans des romans, dans des films. Faire croire qu'on est mort, ça c'est l'évasion parfaite. Là, peut-être que effectivement on peut s'évader sans laisser de traces. Mais c'est pas si évident que ça, se faire passer pour mort. Et voilà. Bon. Mais sinon, c'est très compliqué. Or, la sagesse, justement, asiatique, la sagesse tout court, ça serait peut-être justement de s'évader dans sa tête, de s'évader de son désir d'évasion. Vous voyez ce que je veux dire? De se dire que finalement, après tout, la prison, c'est pas terrible, effectivement, on est nombreux, il y a la promiscuité, il y a parfois la violence, il y a le manque de propreté, manque de place, etc. Mais pourquoi ne pas essayer de créer un paradis quand même dans ces conditions? Certains hommes y sont arrivés, ils sont rares. Alors je vais donner l'exemple de Solzhenitsyn. Alors bon, c'est un cas particulier, il raconte ça dans le premier cercle de ses nombreux romans, un peu autobiographiques. Le grand dissident russe, Solzhenitsyn. Il était en Sibérie, interné par Staline. Il avait un petit régime de faveur, il le reconnaît, parce que Staline ne voulait pas en faire un martyr, pas par bonté de cœur de la part de Staline. Mais Solzhenitsyn avait bien compris que si Staline le faisait tuer, même s'il mourait en prison, il aurait, il deviendrait un martyr, voilà. Et ça serait le feu aux poudres. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'était pas bête, c'était bien vu de la part de Staline, qui était loin d'être stupide, alors que c'était un monstre. Mais
Donc Solzhenitsyn en a bien profité parce qu'il était en Sibérie, alors faut pas exagérer, c'est pas le Club Med, hein, il faisait froid. C'était une prison très bizarre parce ils avaient presque pas besoin de personnel, très économique en plus, pas besoin de gardiens, parce que pas besoin de barrières, parce que si vous vous évadez, vous avez toute la Sibérie à traverser, dans le grand froid, avec des animaux sauvages, etc. Vous êtes sûr de mourir pratiquement. Donc la plupart des prisonniers ne cherchaient pas à s'évader. Mais en même temps, Solzhenitsyn dit que c'était une prison finalement qui avait aussi un bon côté parce qu'on ne voyait pas les gardiens, ni les barbelés, donc on n'avait pas forcément l'impression d'être en prison. Il fallait travailler un peu, couper du bois, mais il avait le temps de bouquiner, il avait tous les livres qu'il voulait dans sa prison. Il reconnaît que c'était un privilégié par rapport à d'autres détenus. Et il dira dans ce livre qu'il n'a jamais été aussi heureux que dans sa prison, enfin dans son camp, c'est même pas une prison, c'est un camp, dans son camp de détenus, de travail, c'est un camp de travail en Sibérie. Il n'a jamais été aussi heureux qu'à ce moment-là, parce qu'il avait tout le temps pour lui pour écrire. Il écrivait énormément, il a écrit beaucoup de ses livres là-bas, sur place. Il avait le temps de méditer, c'était quelqu'un qui aimait méditer. Et sa vie était bien réglée, alors il ne mangeait pas très bien, hein, c'était quand même assez pauvre, hein, mais assez quand même pour ne pas tomber malade, pour survivre. De constitution assez résistante, il faut croire. Et il citera Lao Tzu, je terminerai là-dessus, parce que là on fait le pont avec l'Asie. Il citera cette phrase magnifique de Lao Tzu, que j'ai souvent reprise dans ce café Tao, enfin au moins 2 fois. Qui sait se satisfaire sera éternellement satisfait. Et il s'est dit, bah oui, j'étais en prison, privé de liberté quand même, privé quand même de l'affection de son époux, je crois qu'il était marié, de sa famille, de ses amis, hein. C'était quand même, il n'y avait pas de droit de visite. C'était quand même pas si facile que ça, il ne faut pas exagérer. Hein. Il aurait pu souffrir, il aurait pu très très mal le vivre. Je ne sais plus combien d'années il est resté, mais quand même un paquet d'années, je crois une dizaine d'années. Mais il a trouvé son bonheur en lui-même, parce que c'est un philosophe, parce que c'est un homme qui a une certaine, j'allais dire, sagesse spirituelle, c'est un orthodoxe, hein, l'origine orthodoxe. Donc il a trouvé dans sa foi, dans sa force intellectuelle, dans l'écriture aussi, parce que évidemment, si vous n'êtes pas écrivain, vous vous ennuyez en prison, là-bas il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Hein, je veux dire, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas lire, ou même si vous ne savez pas lire, hein, parce que parmi les détenus, il y avait aussi des pauvres gens qui ne savaient peut-être même pas lire, qui n'avaient pas accès aux livres, parce que il avait ses amis qui lui envoyaient des livres. Hein. Et alors on contrôlait quand même, hein, pour voir que ce n'étaient pas des livres anticommunistes, voilà. Toutes sortes de livres. Là au-dessus, il avait le droit de le lire, je pense. Hein. Les aphorismes. Le Tao Te Ching, je pense que là, ça pas de problème. La Bible, non, il n'aurait pas eu le droit. La Bible n'aurait pas eu le droit. Non, non. Mais là au-dessus, ça passait, parce que c'est tellement poétique que je ne savais certainement pas grand-chose. Donc ça passait. Donc il avait des livres et donc il était heureux. Voilà, donc je terminais là-dessus sur finalement le meilleur moyen de s'échapper, ce serait peut-être de ne pas chercher à vouloir s'échapper, justement, à trouver la liberté intérieure dans son cœur. Parce que c'est une métaphore, nous sommes tous en prison, nous avons tous des contraintes, personne n'est complètement libre. Mais on peut, si on a une certaine force d'esprit, et la philosophie orientale peut nous aider à acquérir cette force d'esprit, si on ne l'a pas naturellement, ça peut arriver aussi par chance, on l'a naturellement, cette force d'esprit, la philosophie orientale peut nous aider effectivement à atteindre cette force d'esprit qui fait qu'on va créer sa propre liberté dans sa tête et qu'on saura se satisfaire dans n'importe quelle situation, trouver le bonheur en soi-même. Voilà mon mot de la fin pour l'instant, et donc je vous donne la parole.